À 2h47 du matin, le 30 septembre 1888, l'agent Edward Watkins de la police métropolitaine de Londres faisait sa ronde à Mitre Square, dans le quartier de Whitechapel. Il était passé exactement au même endroit 15 minutes plus tôt. Tout était calme. Rien ne semblait anormal. Lorsqu'il revint à 2h47, il découvrit le corps de Catherine Eddowes. Elle avait été assassinée, mutilée et laissée au centre de la place en moins de 15 minutes. Le tueur avait commis son crime, disparu sans laisser de traces, et n'avait été vu par personne. Cela s'est passé il y a 137 ans. En 2019, la science moderne a identifié le tueur grâce à l'ADN. Les tribunaux ont interdit l'accès aux preuves. Le mystère est devenu encore plus impossible. L'histoire de Jack l'Éventreur est considérée comme l'affaire criminelle non résolue la plus célèbre de l'histoire. Entre le 31 août et le 9 novembre 1888, 5 femmes furent brutalement assassinées à Whitechapel, l'un des quartiers les plus pauvres de l'Est londonien. Mary Ann Nichols fut la première. Son corps fut découvert à 3h40 du matin le 31 août, à Bucks Row, la gorge tranchée si profondément que la victime était presque décapitée. L'abdomen mutilé avec une précision chirurgicale. Aucun témoin, aucun bruit, aucun cri entendu par quiconque dans les maisons avoisinantes. 8 jours plus tard, le 8 septembre, Annie Chapman fut retrouvée dans l'arrière-cour du 29 Hanbury Street. À 6h du matin, un locataire descendit pour utiliser les toilettes extérieures et découvrit le corps. Gorge tranchée, abdomen ouvert, organes internes prélevés avec une telle précision que les médecins légistes suggérèrent que le tueur possédait des connaissances anatomiques avancées. Le plus troublant, des témoins rapportèrent avoir vu Annie Chapman vivante à 5h30 du matin. Le tueur a exécuté tout son crime en moins de 30 minutes, dans une cour accessible par une seule entrée, alors que des dizaines de personnes dormaient à quelques mètres de là. La police victorienne n'avait jamais affronté un tel cas. Il n'existait pas de fichier d'empreinte digitale, pas d'analyse ADN, pas de caméra de surveillance. Le seul outil d'investigation restait le témoignage oculaire, et personne ne voyait rien. Le tueur choisissait ses lieux avec une précision mathématique. Des ruelles sombres durant les brefs intervalles entre les rondes de police. Des arrière-cours isolées où les cris seraient étouffés par le bruit de la rue. C'était comme s'il connaissait les itinéraires de patrouille de la police mieux que les policiers eux-mêmes. Le 30 septembre 1888, le tueur atteignit le sommet de l'impossibilité. Cette nuit-là, il tua 2 femmes en moins d'1 heure. Elizabeth Street fut retrouvée à 1h du matin à Dudfields Yard. Gorge tranchée, mais le corps n'avait pas été mutilé. Les enquêteurs pensent que le tueur fut interrompu par quelqu'un arrivé sur les lieux quelques instants après le crime. Alors, au lieu de s'enfuir et de se cacher, le tueur marcha 800 mètres jusqu'à Mitre Square et assassina Catherine Eddowes à 2h47 du matin, durant l'intervalle de 15 minutes entre les rondes de l'agent Watkins. Cette fois, la mutilation fut la plus extrême de toutes. Visage défiguré par des entailles délibérées, abdomen ouvert, organes prélevés, y compris un rein qui ne fut jamais retrouvé. La dernière victime canonique fut Mary Jane Kelly, assassinée le 9 novembre 1888. Contrairement aux autres, Kelly fut tuée dans sa propre chambre louée au 13 Miller's Court. Le propriétaire découvrit le corps en venant réclamer le loyer en retard. La scène était si brutale que les enquêteurs de l'époque refusèrent de la décrire complètement dans les rapports officiels. Le corps avait été systématiquement démembré. Les organes avaient été retirés et disposés à travers la pièce. Le tueur avait passé des heures sur place. Et puis, il a tout simplement disparu. Il n'a plus jamais tué. N'a jamais été capturé. N'a jamais été identifié. Pendant 131 ans, Jack l'Éventreur est resté un fantôme. Plus de 200 suspects ont été proposés au cours d'un siècle d'enquête. Médecins, bouchers, membres de la royauté, immigrants polonais, barbiers, peintres et même des écrivains célèbres. Chaque théorie avait des preuves circonstancielles. Aucune n'avait de preuves concrètes. L'affaire semblait destinée à rester éternellement non résolue, symbole de l'impossibilité de capturer un prédateur opérant dans l'ombre du Londres victorien. Puis, en 2019, l'impossible se produisit. Le Journal of Forensic Sciences publia une étude affirmant avoir identifié Jack l'Éventreur grâce à une analyse ADN. Les scientifiques examinèrent un châle qui aurait été récupéré sur la scène du meurtre de Catherine Eddowes en 1888. Le tissu contenait des taches de sang qui, selon les chercheurs, appartenaient à la victime. Mais il y avait autre chose.
des traces de sperme qui n'appartenaient pas à Catherine Eddowes. Utilisant des techniques avancées de séquençage génétique, les scientifiques comparèrent l'ADN mitochondrial des taches avec des descendants vivants d'Aaron Kosminski, un barbier polonais qui avait été suspecté lors de l'enquête originale de 1888. Aaron Kosminski était l'un des rares suspects sur lesquels la police victorienne avait réellement enquêté sérieusement. C'était un immigrant juif vivant à Whitechapel, travaillant comme barbier, qui avait été interné dans un asile en 1891 en raison d'un comportement erratique et potentiellement violent. Le chef du département d'investigation criminelle, Melville McNaughton, mentionna Kosminski dans des mémorandums de police confidentiels comme l'un des 3 principaux suspects. Mais sans preuve matérielle, la police ne put jamais l'inculper formellement. Kosminski mourut en 1919 dans un hôpital psychiatrique, emportant ses secrets dans la tombe. L'étude de 2019 a nécessité 7 ans de séquençage génétique. Les chercheurs ont utilisé une technologie d'ADN mitochondrial de pointe pour analyser des échantillons microscopiques du châle. L'ADN mitochondrial est hérité exclusivement par la lignée maternelle, ce qui signifie qu'il reste relativement stable au fil des générations. Les scientifiques ont retrouvé des descendants modernes de Catherine Eddowes et d'Aaron Kosminski, prélevé des échantillons d'ADN et effectué la comparaison. Le résultat fut une correspondance statistiquement significative. L'ADN du châle correspondait à la fois aux descendants d'Eddowes et à ceux de Kosminski. Cela aurait pu clore l'affaire. Après 131 ans de mystère, voilà enfin une réponse scientifique. Jack l'Éventreur était Aaron Kosminski. La plus longue enquête de l'histoire criminelle britannique touchait enfin au but. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. La communauté des experts de Jack l'Éventreur a rejeté l'étude. Les historiens ont remis en question l'authenticité du châle. Les médecins légistes ont souligné de possibles problèmes méthodologiques dans le séquençage de l'ADN. Et, plus important encore, les tribunaux britanniques ont commencé à restreindre l'accès aux preuves matérielles originales. Le problème central est que personne ne peut vérifier de manière indépendante la chaîne de possession du châle. Le tissu n'a jamais été officiellement en possession de la police métropolitaine de Londres. Il aurait été emporté de la scène du crime par un policier nommé Amos Simpson, qui l'aurait offert à sa femme en cadeau. En voyant les taches de sang, sa femme n'a jamais porté le châle et l'a rangé dans une boîte. La pièce a traversé les générations de la famille Simpson, jusqu'à être vendue aux enchères en 2007 à Russell Edwards, un homme d'affaires britannique obsédé par l'affaire Jack l'Éventreur. Russell Edwards a payé des milliers de livres pour le châle et a passé des années à essayer de l'authentifier. Il a engagé le docteur Jari Louelainen, un expert renommé en biologie moléculaire de l'université John Moores de Liverpool, pour effectuer l'analyse ADN. L'étude résultante a été publiée dans l'une des revues médico-légales les plus respectées au monde. Selon les chercheurs, la probabilité d'erreur était de 1 sur 290 000. Statistiquement, Aaron Kosminski était Jack l'Éventreur. Mais l'absence de chaîne de possession officielle a créé un problème juridique impossible à résoudre. Sans documentation policière prouvant que le châle provenait réellement de la scène du crime de Catherine Eddowes, le tissu ne peut être utilisé comme preuve devant aucun tribunal. Et parce que l'affaire Jack l'Éventreur est techniquement toujours ouverte dans les archives de Scotland Yard, toute tentative d'accéder à d'autres preuves matérielles stockées par la police se heurte à des restrictions légales strictes. Les tribunaux britanniques, suivant des précédents de protection des preuves criminelles, ont refusé les demandes d'accès public aux rares pièces physiques qui subsistent des meurtres de 1888. Le paradoxe est étouffant. La science moderne a identifié le tueur le plus recherché de l'histoire victorienne, mais le système juridique moderne empêche toute vérification indépendante de cette identification. L'étude de 2019 aurait dû apporter une conclusion. Au lieu de cela, elle a créé une nouvelle couche d'impossibilité. Maintenant, non seulement nous luttons pour comprendre comment un tueur a assassiné 5 femmes sans être vu en 1888, mais nous luttons aussi pour comprendre pourquoi les tribunaux modernes ont scellé la seule preuve matérielle qui pourrait lier l'ADN à Jack l'Éventreur. Et il y a une autre complication. En décembre 2025, des vidéos virales sur les réseaux sociaux ont commencé à affirmer une nouvelle découverte ADN, ayant enfin résolu le mystère de Jack l'Éventreur. Des millions de vues. Des commentaires saluant la fermeture de l'affaire. Mais il n'y avait rien de nouveau. Les vidéos virales recyclaient simplement les données de 2019 en les présentant comme des découvertes fraîches. La confusion publique a explosé.
Des gens ignorant l'étude de 2019 ont cru que la science venait juste de résoudre l'affaire en 2025. Les experts ont tenté de corriger la désinformation, mais les algorithmes des réseaux sociaux avaient déjà amplifié le faux récit. Alors, où en sommes-nous? Nous avons de l'ADN qui identifie statistiquement Aaron Kosminski avec une certitude de 989%. Nous avons une étude évaluée par des pairs publiée dans l'une des principales revues médico-légales au monde. Mais nous avons aussi des tribunaux qui interdisent de l'accès aux preuves pour une vérification indépendante. Nous avons des experts divisés sur l'authenticité du châle. Et nous avons des millions de personnes qui croient à de faux récits viraux sur de nouvelles découvertes qui n'existent pas. L'affaire Jack l'Éventreur n'a pas été résolue par la science moderne. Elle a été compliquée par elle. La promesse que l'ADN rendrait enfin justice aux victimes de 1888 s'est transformée en une nouvelle forme de mystère. Pourquoi les tribunaux modernes bannissent-ils les preuves dans une affaire vieille de 137 ans? Si l'ADN identifie vraiment Aaron Kosminski, pourquoi la communauté scientifique ne peut-elle pas accéder aux preuves pour confirmer ou réfuter l'étude de 2019? Et si l'ADN est faux, pourquoi les tribunaux protègent-ils si rigoureusement ce qui devrait être un sujet historique et non criminel? Pour comprendre pourquoi les tribunaux ont scellé la seule preuve matérielle reliant l'ADN à Jack l'Éventreur, vous devez comprendre ce qui s'est passé lorsque les scientifiques ont essayé de tester cette preuve. L'étude ADN de 2019 semblait définitive. Évaluée par des pairs, publiée dans le Journal of Forensic Sciences. Le docteur Jari Louhelainen, de l'université John Moores de Liverpool, avait appliqué l'analyse de l'ADN mitochondrial sur un châle victorien. Les résultats pointaient vers Aaron Kosminski. Affaire classée, n'est-ce pas? Faux. Lorsque les experts légistes ont examiné la méthodologie, quelque chose d'impossible s'est produit. La science qui devait résoudre le mystère a créé un mystère encore plus grand. Commençons par le problème le plus évident. Le châle. Cet objet proviendrait de la scène de crime de Catherine Eddowes, assassinée le 30 septembre 1888, prétendument. Car voici le premier problème, il n'existe absolument aucune documentation victorienne prouvant que ce châle se trouvait sur la scène de crime. Aucun rapport de police. Aucune chaîne de traçabilité. Aucune photographie probante. Rien. L'histoire du châle repose entièrement sur la tradition orale. Un policier aurait emporté l'objet de la scène de crime. Son descendant l'a vendu à un collectionneur en 2007. 119 ans après le meurtre. Sans aucune preuve documentaire reliant l'objet à 1888. Pensez-y un instant. Nous essayons de résoudre une affaire criminelle de 1888 en utilisant un morceau de tissu dont la provenance ne peut être vérifiée. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel sur des sables mouvants. Mais ça empire. Bien pire. Même si nous acceptons l'authenticité du châle, il existe un deuxième problème dévastateur. La contamination. Ce châle a été manipulé par des collectionneurs pendant 131 ans avant d'être testé. 131 ans. Des dizaines de personnes ont touché ce tissu. Ont transpiré dessus, ont transféré des cellules de peau, ont laissé des cheveux, de l'ADN partout. En 2014, lorsque le docteur Louhelainen a finalement testé le châle, dont il analysait réellement l'ADN, celui du présumé tueur de 1888, ou celui d'un collectionneur de 1923, ou de 1967, ou de 2003, les généticiens médico-légaux appellent cela un cauchemar de contamination. Une pièce à conviction ayant transité par tant de mains est pratiquement inutile pour l'analyse médico-légale moderne. C'est comme essayer d'identifier une goutte d'eau spécifique après l'avoir mélangée à l'océan. Mais le docteur Louhelainen a soutenu avoir trouvé de l'ADN dans des taches de sang sur le châle. Des taches qu'il croyait dater de 1888. Des taches qui, selon lui, n'avaient jamais été touchées. Comment aurait-il pu le savoir ? Comment quiconque pourrait-il savoir quelles parties du châle ont été touchées ou non au cours de 131 ans? Il ne le pourrait pas. Et voici le troisième problème. Interprétation statistique. Le docteur Louhelainen n'a pas utilisé d'ADN nucléaire, qui est unique à chaque individu. Il a utilisé de l'ADN mitochondrial. Et l'ADN mitochondrial a une limitation critique. Il est hérité uniquement de la mère. Ce qui signifie que des millions de personnes peuvent partager le même profil d'ADN mitochondrial. Louhelainen a trouvé une correspondance avec un haplogroupe commun dans les populations d'Europe de l'Est. Aaron Kosminski était d'origine polonaise, mais des millions d'autres personnes portent également ce même haplogroupe. Trouver une correspondance d'ADN mitochondrial ne prouve pas l'identité individuelle. Cela prouve une ascendance partagée. C'est comme dire que quelqu'un est coupable parce qu'il a les yeux bruns, alors que des milliards de personnes les ont aussi.
Les généticiens ayant révisé l'étude ont immédiatement souligné ce problème. La correspondance statistique n'est pas suffisamment solide pour une identification individuelle, surtout lorsque la pièce à conviction a une provenance douteuse et un risque massif de contamination. Mais attendez, car maintenant vient le quatrième problème. Et celui-ci est le plus troublant. Relecture par les pairs controversés. L'étude du Dr Lou Elenen a été publiée dans le Journal of Forensic Sciences, relue par des pairs. Cela devrait signifier que d'autres scientifiques ont examiné la méthodologie et l'ont approuvée, n'est-ce pas? Oui et non. Plusieurs généticiens éminents ont publiquement critiqué l'étude après sa publication. Ils ont remis en question la méthodologie d'extraction de l'ADN de tissus aussi anciens. Ils ont remis en question l'absence de tests de contamination adéquate. Ils ont remis en question l'interprétation statistique. Certains ont défendu le travail, d'autres l'ont violemment attaqué. À ce jour, il n'existe aucun consensus scientifique quant à savoir si l'étude de 2019 prouve quoi que ce soit. Voyez l'ironie. En 2019, nous disposons d'une technologie ADN capable d'identifier des criminels à partir d'une seule cellule. Nous avons des bases de données génétiques contenant des millions de profils. Nous avons des ordinateurs analysant des probabilités statistiques en quelques secondes. Et pourtant, appliquée au cas de Jack l'Éventreur, cette technologie ne résout pas le mystère. Elle le multiplie. Chaque réponse scientifique suscite 3 nouvelles questions. C'est le paradoxe de l'authentification. Plus nous appliquons la science, plus l'affaire devient insoluble. Le châle peut être authentique ou non. L'ADN peut être contaminé ou non. La correspondance statistique peut être significative ou non. La relecture par les pairs peut valider la méthodologie ou non. Chaque couche d'analyse scientifique qui devrait apporter de la clarté ajoute, au lieu de cela, une autre couche d'incertitude. Et c'est ici que ça devient vraiment impossible. Les tribunaux britanniques reconnaissent ce différent scientifique. Ils reconnaissent que la preuve est trop contestée pour des conclusions définitives. Ils reconnaissent que nous ne pouvons pas dire avec certitude si le châle est authentique, si l'ADN est valide, si Kosminski est l'assassin. Mais voici ce que les tribunaux font aussi. Ils interdisent légalement l'accès pour refaire des tests. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la preuve rendait le mystère plus insoluble? C'est ici que ça devient vraiment impossible. Si les scientifiques ne peuvent pas s'accorder sur la validité des preuves ADN, pourquoi les tribunaux interdisent-ils légalement l'accès pour les retester? Pensez-y. Nous avons un débat scientifique ouvert. Certains généticiens affirment que l'étude est méthodologiquement erronée. D'autres disent qu'elle est valide. Le moyen évident de résoudre cela serait de permettre à des laboratoires indépendants de tester à nouveau le châle. Appliquer des méthodologies modernes, mener des tests de contamination adéquates, obtenir des résultats reproductibles. C'est ainsi que fonctionne la science, n'est-ce pas? Résultats reproductibles, vérification indépendante, transparence méthodologique. Mais pas pour les preuves de Jack l'Éventreur. Le châle est entre des mains privées. Le propriétaire contrôle qui peut le tester ou non. Et les tribunaux britanniques soutiennent ce contrôle. Il existe un principe juridique que la plupart des gens ignorent. Un principe qui protège davantage les morts que les vivants. Et c'est ce principe qui fait que nous ne connaîtrons jamais la vérité. La réponse implique des lois de protection post-mortem, des droits de propriété sur les restes humains et un cadre juridique créé au XIXe siècle qui régit encore aujourd'hui les preuves médico-légales. Un cadre qui n'a pas été conçu pour l'ère de l'ADN. Un cadre qui rend techniquement légal le fait de garder des preuves critiques hors de portée de l'enquête scientifique. Pour toujours. Réfléchissez à l'absurdité de la situation. Nous disposons de la technologie pour potentiellement élucider l'affaire criminelle la plus célèbre de l'histoire. Nous avons des laboratoires prêts à faire les tests. Nous avons des généticiens qui demandent l'accès. Mais la loi dit non. La loi dit que certaines preuves sont une propriété privée. La loi dit que les morts ont des droits que les vivants doivent respecter. La loi dit que des mystères centenaires peuvent rester des mystères pour toujours. Non pas parce que nous manquons de science, mais parce que nous avons des lois qui protègent l'inconnu. Et voici ce qui rend cela encore plus troublant. Nous ne parlons pas de protéger la vie privée de victimes vivantes. Nous ne parlons pas de préserver la dignité de familles en deuil. Nous parlons de protéger les restes physiques de personnes mortes il y a plus d'un siècle. Des personnes dont les descendants directs n'existent même plus. Catherine Eddowes est morte en 1888, il y a 137 ans. Il n'y a personne en vie aujourd'hui qui l'ait connue. Aucun proche parent à consulter. Aucune vie privée à violer. Et pourtant, la loi traite ces restes et les preuves associées
comme si elles pouvaient être lésées par des tests scientifiques modernes. C'est une protection juridique pour les fantômes. Et cette protection est absolue. Elle ne peut être contestée. Elle ne peut être annulée. Elle ne peut être ignorée. Même si 100 laboratoires demandaient l'accès. Même si toute la communauté scientifique s'accordait à dire que de nouveaux tests trancheraient le débat. La loi dit non. C'est là que la science et la loi entrent en collision de manière impossible. La science dit nous pouvons découvrir la vérité. La loi dit vous n'avez pas la permission d'essayer. Et le résultat? Une affaire criminelle de 1888 reste non résolue en 2025. Non pas parce que la technologie nous manque, mais parce que nous avons des lois qui rendent la technologie inaccessible. Vous vous souvenez du paradoxe de l'authentification? Maintenant, nous avons le paradoxe juridique. Plus nous avançons scientifiquement, plus les structures juridiques nous empêchent d'appliquer cette science. C'est comme avoir le remède à une maladie et être légalement interdit de l'administrer. Et cela nous amène à une question encore plus troublante. Si la loi protège les preuves de Jack l'Éventreur de ce type d'examen minutieux, quelles autres preuves criminelles historiques sont également protégées? Combien d'autres affaires pourraient être résolues avec la technologie moderne, mais restent fermées par des barrières juridiques? La réponse implique un principe juridique que la plupart ignorent, un principe créé à une époque où l'ADN n'était même pas concevable. Un principe déterminant désormais ce que nous pouvons et ne pouvons pas savoir sur le passé. Et ce principe a un nom. Un nom qui semble innocent, mais qui a des conséquences profondes pour la justice historique, l'enquête médico-légale et notre capacité à résoudre des mystères centenaires. Ce nom est la protection des restes humains historiques. Et ce que cette protection signifie réellement transformera complètement votre perspective sur les preuves, la justice et le droit de connaître la vérité. La loi britannique de 2004 sur les tissus humains, Human Tissue Act, a été créée pour prévenir la discrimination génétique. Personne n'avait prévu qu'elle rendrait la résolution de l'affaire du tueur en série le plus célèbre de l'histoire. Légalement impossible. Voici le problème que personne n'a vu venir. Quand vous pensez aux lois sur la confidentialité génétique, vous imaginez la protection des personnes vivantes. Empêcher les employeurs de discriminer sur la base de prédispositions génétiques. Empêcher les assureurs de refuser une couverture à cause de votre ADN. Garantir que vos informations génétiques ne soient pas utilisées contre vous. Le manuel juridique dit « Protéger la confidentialité génétique ». Ce qu'il ne dit pas, c'est ce qui se passe lorsque cette protection empêche de résoudre un meurtre survenu il y a 137 ans. La loi de 2004 sur les tissus humains est claire. Toute utilisation de tissus humains pour l'analyse ADN nécessite un consentement. Peu importe que le tissu ait 5 ans ou 150 ans. Peu importe que la personne soit morte depuis plus d'un siècle. Les échantillons sont réglementés. Le consentement est obligatoire. Maintenant, appliquez cela au châle de Catherine Eddowes. Catherine Eddowes a été assassinée le 30 septembre 1888. Elle ne peut pas donner son consentement. Elle est morte depuis 137 ans. Mais elle a des descendants vivants. Et lorsque vous testez l'ADN sur son châle, vous n'analysez pas seulement son matériel génétique à elle. Vous exposez potentiellement les informations génétiques de ses descendants. C'est le paradoxe que personne n'avait prévu. Les généticiens qui veulent tester le châle doivent prendre en compte non seulement la victime décédée, mais aussi ses parents vivants. Parce que l'ADN est héréditaire. Tester le profil génétique de Catherine Eddowes révèle des informations sur toute personne partageant sa lignée. Et ces personnes ont des droits à la vie privée en vertu de la loi moderne. Karen Miller, descendante confirmée de Catherine Eddowes, vit aujourd'hui à Londres. Son ADN porte les marqueurs génétiques de l'arrière-arrière-grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Lorsque les chercheurs testent les taches de sang sur le châle de Catherine, ils accèdent indirectement à des informations sur Karen. Prédisposition aux maladies. Marqueurs ethniques. Traits héréditaires que Karen ne voudrait peut-être pas voir révélés. La loi stipule que Karen a droit à la confidentialité génétique. Même si le tissu testé date de 1888. C'est là que la situation devient complètement absurde. Si vous voulez tester l'ADN du suspect sur le châle, vous vous heurtez au même problème. Jack l'Éventreur avait une famille. Ses descendants sont peut-être encore en vie aujourd'hui. Tester l'ADN du tueur expose potentiellement des informations génétiques sur des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec les crimes. Des personnes qui ignorent qu'elles sont liées à un tueur en série. Des personnes qui ont un droit légal à la vie privée. Vous vous trouvez donc face à cette équation impossible. Pour identifier Jack l'Éventreur, vous devez tester un ADN qui pourrait appartenir à des descendants vivants.
Pour confirmer que le sang sur le châle est bien celui de Catherine Eddowes, vous devez tester un ADN qui expose définitivement des informations sur ses descendants vivants. Et la loi sur la confidentialité génétique protège les deux groupes. Le manuel juridique dit « Ne violez pas la confidentialité génétique ». Et si cela signifie protéger l'identité d'un tueur en série, les tribunaux sont constamment confrontés à cette tension. D'un côté, il y a un intérêt public légitime à résoudre des crimes historiques. De l'autre, il y a les droits fondamentaux à la vie privée de personnes qui n'ont pas demandé à être impliquées. Et le cadre juridique actuel privilégie la vie privée sur la vérité historique. Des précédents juridiques établis dans des affaires modernes ont créé cette barrière. Dans l'affaire Regina contre le chef de la police du Yorkshire du Sud de 2004, les tribunaux britanniques ont déterminé que les profils ADN doivent être traités comme des informations médicales privées. Les échantillons prélevés sans consentement approprié sont inadmissibles. Même lorsqu'il y a un intérêt public significatif. Dans l'affaire S. et Marper contre le Royaume-Uni de 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a renforcé ce principe. La conservation de profils ADN sans consentement viole les droits fondamentaux à la vie privée. La Cour a précisé que ces protections s'appliquent même lorsque les individus ne sont plus soupçonnés de crime. Appliquez maintenant ces précédents au châle. Si les descendants de Catherine Eddowes s'opposent au test ADN, les tribunaux ont une base légale pour bloquer l'analyse. Si les descendants du suspect s'y opposent, c'est la même chose. La structure conçue pour protéger des innocents protège désormais des preuves qui pourraient identifier un meurtrier. C'est le paradoxe de la vie privée à l'état pur. Les juristes sont complètement divisés sur la manière d'équilibrer ces intérêts. La professeure Elizabeth Joe, de la faculté de droit de l'Université de Californie, soutient que la confidentialité génétique est un droit fondamental qui ne doit pas être compromis, quel que soit l'intérêt historique. L'affaire est close depuis plus d'un siècle. Les victimes ne tirent aucun bénéfice de l'identification du tueur aujourd'hui. Les droits des vivants l'emportent sur la curiosité envers les morts. La généticienne légiste Turi King, qui a dirigé l'identification de Richard III, n'est pas d'accord. Elle soutient que les cas historiques très médiatisés justifient des exceptions limitées aux règles de confidentialité, surtout lorsque les preuves sont testées selon des protocoles rigoureux, avec une supervision éthique. L'intérêt public à résoudre des mystères historiques importants doit peser face aux objections théoriques sur la vie privée. L'historien du droit David Thomas offre une troisième perspective. Il note que la loi sur les tissus humains a été rédigée pour des contextes médicaux modernes et non pour des enquêtes médico-légales historiques. L'appliquer à des preuves de 1888 étant l'intention législative au-delà des limites raisonnables. Les tribunaux devraient créer une exception spécifique pour les cas historiques, où tous les participants directs sont morts depuis plus d'un siècle. 3 experts. 3 opinions complètement différentes. Aucun consensus. Et pendant que les universitaires débattent, les preuves restent intactes. Voici le rebondissement qui rend tout encore plus compliqué. Disons que vous parveniez à contourner les objections liées à la vie privée. Disons que les descendants acceptent le test. Disons que les tribunaux accordent une exception spéciale pour ce cas historique très médiatisé. Vous êtes toujours confronté à un autre problème que la loi n'avait pas anticipé. L'éthique de la confidentialité génétique ne s'applique pas seulement à la personne que vous testez. Elle s'applique à ce que vous découvrez. Si le test ADN identifie Jack l'Éventreur comme étant, disons, Aaron Kosminski, vous ne nommez pas seulement un tueur décédé. Vous étiquetez toute sa lignée familiale. Les descendants modernes de Kosminski portent le nom de famille d'un tueur en série. Leurs profils génétiques sont désormais liés à l'un des criminels les plus infâmes de l'histoire. Est-ce de la discrimination génétique? Selon certaines interprétations de la loi sur les tissus humains, oui. La loi a été créée pour empêcher que les informations génétiques ne causent un préjudice social. Étiqueter une famille entière comme descendant de Jack l'Éventreur cause certainement un préjudice social. Cela peut affecter l'emploi, les relations, le statut social. Et tout cela se produit sans que les descendants modernes n'aient rien fait de mal. Vous avez donc maintenant cette impossibilité à plusieurs niveaux. Vous ne pouvez pas tester les preuves sans le consentement des descendants. Vous ne pouvez pas publier les résultats sans violer potentiellement les droits à la vie privée des descendants. Et même si vous surmontez ces 2 obstacles, vous créez un préjudice social pour des personnes innocentes qui se trouvent partagées de l'ADN avec un meurtrier. Le manuel juridique dit « Protéger la vie privée génétique ». La réalité dit « Cela rend la résolution des crimes historiques structurellement impossible ».
Et il y a un autre problème qui complique encore davantage l'équation. La loi sur les tissus humains exige que les échantillons soient collectés et stockés selon des protocoles spécifiques. Chaîne de possession documentée, conditions de stockage contrôlées, registre vérifiable liant l'échantillon au lieu du crime original. Le châle de Catherine Eddowes ne répond à aucune de ces normes. Il aurait été retiré de la scène du crime par un policier en 1888, sans documentation, sans registre officiel, sans chaîne de possession. Il est passé par des générations d'une famille privée. Il a été exposé, il a été manipulé. Il a été stocké dans des conditions non contrôlées pendant 137 ans. Selon les normes médico-légales modernes, cette preuve est compromise avant même d'aborder les questions de confidentialité. Alors, les tribunaux sont désormais confrontés à ce choix impossible. Violer la vie privée des victimes pour identifier le tueur, ou protéger la vie privée et laisser l'affaire sans solution. Mais et si la preuve que les tribunaux protègent ne provient même pas de la scène du crime réel? Voici ce que personne ne veut admettre à voix haute. Ce châle, la seule preuve physique liant l'ADN à Jack l'Éventreur, a un problème de provenance qui rend tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent complètement incertain. Parce que si le châle n'était pas réellement à Mitre Square le 30 septembre 1888, alors toute cette structure juridique protectionniste protège une preuve qui n'a aucune valeur. Les tribunaux protègent la vie privée génétique pour tester un artefact qui pourrait ne pas avoir de connexion légitime avec le crime. Et le problème d'authentification est bien pire que les complications légales que nous venons d'examiner. L'histoire officielle du châle dit que le sergent Amos Simpson l'a retiré du corps de Catherine Eddowes, qu'il l'a donné à sa femme, qu'il est passé par sa famille pendant des générations, qu'il a finalement été vendu aux enchères et testé. Mais les registres de police de 1888 ne mentionnent pas de châle. Les inventaires de la scène de crime ne listent pas de châle. Les rapports d'autopsie ne décrivent pas de châle. Et il n'y a aucun sergent Amos Simpson dans les registres du personnel de la police métropolitaine de Whitechapel à l'automne 1888. Donc, soit les registres officiels sont incomplets, soit l'histoire de la provenance du châle est fabriquée. Et si elle est fabriquée, alors toute discussion sur la vie privée génétique, les droits des descendants et le précédent juridique devient sans objet. Parce que vous protégeriez une preuve qui n'en est pas une. Ce problème d'authentification rend l'impossibilité légale encore plus impossible. Le constable Amos Simpson aurait pris un châle de la scène du crime de Catherine Eddowes le 30 septembre 1888. Aucun registre de police victorien ne le mentionne. Aucun journal de preuves. Aucune documentation. Comment savons-nous que c'est réel? Ce n'est pas une question philosophique. C'est le problème fondamental qui rend toute l'affaire de l'ADN de Jack l'Éventreur scientifiquement valide et historiquement impossible en même temps. Car même si la science de l'ADN est parfaite, même si chaque protocole a été suivi avec une précision absolue, même si les haplogroupes correspondent exactement aux victimes et aux suspects, il y a un problème antérieur qui ne peut être résolu. Le tissu lui-même. L'origine du châle. La chaîne de possession qui n'existe tout simplement pas. La police victorienne était méticuleuse, obsessivement méticuleuse. Chaque pièce de preuve collectée sur les scènes de crime de l'Éventreur a été cataloguée. Chaque objet a été enregistré. Nous avons des inventaires complets des effets personnels des victimes. Nous avons des descriptions détaillées des vêtements qu'elles portaient. Nous avons des rapports médico-légaux qui documentent chaque coupure, chaque blessure, chaque objet trouvé près des corps. Le châle n'apparaît dans aucun d'eux. Il n'y a aucune mention dans les rapports de l'inspecteur Frederick Aberline. Il n'y a aucun enregistrement dans les dépêches du commissaire Charles Warren. Il n'y a aucune entrée dans les journaux de preuve du poste de police de Lemon Street. Il n'y a aucune photographie du châle parmi les preuves. Il n'y a aucun témoignage qu'il ait été retiré de la scène du crime. Le vide documentaire est complet. Alors, comment cet objet est-il parvenu jusqu'à nous? Selon l'histoire familiale transmise de génération en génération, le constable Amos Simpson était en service la nuit du meurtre de Catherine Eddowes à Mitre Square. Il aurait vu le châle taché de sang près du corps et, violant tous les protocoles policiers, aurait emporté le châle chez lui comme une sorte de souvenir macabre. Mais c'est de l'histoire orale. Il n'y a aucune confirmation écrite que Simpson était à Mitre Square cette nuit-là. Il n'y a aucun enregistrement de sa participation à l'enquête. Il n'y a aucun document qui relie son nom à l'affaire Eddowes de quelque manière que ce soit. La première fois que le châle apparaît dans une documentation vérifiable, c'est des décennies plus tard. Il apparaît dans des collections privées au début du XXe siècle, déjà attribuées à l'affaire de l'Éventreur. Il passe entre les mains de plusieurs collectionneurs,
chaque propriétaire croyant à l'histoire, chacun ajoutant sa propre couche de provenance orale. En 2019, 131 ans après l'événement présumé, le châle arrive au laboratoire pour des tests ADN. Et c'est là que l'impossibilité scientifique se manifeste. Les scientifiques légistes peuvent faire des choses extraordinaires avec l'ADN ancien. Ils peuvent extraire du matériel génétique d'os millénaires. Ils peuvent séquencer des génomes de momies égyptiennes. Ils peuvent identifier des soldats inconnus enterrés depuis des siècles. Mais il y a une chose que la science médico-légale ne peut pas faire. Elle ne peut pas prouver qu'un morceau de tissu victorien se trouvait sur une scène de crime spécifique, en l'absence de documentation historique attestant de cette présence. Le test ADN peut confirmer la présence de sang sur le châle. Il peut déterminer l'aplogroupe mitochondrial de ce sang. Il peut même indiquer une compatibilité génétique avec des descendants connus de Catherine Eddowes. Mais il ne peut pas répondre à la question fondamentale. Comment ce sang est-il arrivé sur le châle? C'est là que réside la faille logique centrale. L'analyse médico-légale suppose que l'objet testé est bien ce qu'il prétend être. Mais lorsque l'origine même de l'objet est contestée, lorsqu'il n'y a pas de chaîne de garde documentée, lorsque l'histoire de sa provenance repose entièrement sur une tradition orale invérifiable, toute la structure scientifique est bâtie sur des fondations historiques inexistantes. Voyez les choses ainsi. Imaginez que vous ayez un textile victorien authentique de 1888. Imaginez que ce textile, pour une raison quelconque, ait été contaminé par le sang d'une femme ayant vécu à la même époque. Peut-être s'agissait-il d'un mouchoir médical. Peut-être d'un chiffon utilisé dans un hôpital. Ou peut-être simplement d'un châle qu'une femme victorienne ordinaire portait lorsqu'elle s'est blessée. Comment feriez-vous la différence entre ce scénario et celui du châle de l'éventreur? La science médico-légale n'a pas de réponse, car les deux objets produiraient des résultats identiques au test ADN. Les deux montreraient du sang victorien. Les deux correspondraient à l'aplogroupe mitochondrial approprié. Les deux passeraient avec succès tous les protocoles d'authentification ADN. La seule différence serait l'histoire, et l'histoire n'a laissé aucune trace. Cela crée ce que les historiens médico-légaux appellent une revendication infalsifiable. Une affirmation qui ne peut être prouvée fausse, car il n'existe aucune preuve contre elle, mais qui ne peut pas non plus être prouvée vraie, car il n'existe aucune preuve en sa faveur. L'allégation existe dans un vide documentaire où toute vérification est impossible. Les collectionneurs ont tenté de résoudre ce problème. Ils ont retracé l'histoire du châle à travers les registres de vente. Ils ont documenté chaque transfert de propriété depuis le début du XXe siècle. Ils ont créé une chaîne de garde moderne, méticuleusement tenue. Mais cela ne fait que repousser le problème dans le temps. Cela n'explique pas le vide documentaire entre 1888 et les années 1900. Cela ne fournit pas le lien crucial entre l'objet et la scène de crime. Cela n'offre aucune preuve indépendante qu'Amos Simpson a réellement existé, qu'il était à Mitre Square ou qu'il a rapporté quoi que ce soit chez lui. Les experts en textiles médico-légaux ont tenté des approches alternatives. Ils ont analysé les fibres du châle, les comparant à des échantillons connus de tissus victoriens. Ils ont examiné les motifs de teinture, cherchant des correspondances avec les méthodes de fabrication de 1888. Ils ont enquêté sur les taches, essayant de déterminer leur composition chimique et leur âge. Tous ces tests confirment que le châle est authentiquement victorien. Les fibres sont conformes à la production textile des années 1880. Les teintures correspondent aux techniques de l'époque. La dégradation du tissu est appropriée pour un objet vieux de 137 ans. Mais encore une fois, cela confirme seulement que c'est un châle victorien. Cela ne confirme pas que c'est le châle victorien. Cela n'établit pas sa présence à Mitre Square. Cela ne relie pas l'objet à Catherine Eddowes ou à Jack l'Éventreur. Le problème s'aggrave lorsque l'on envisage des scénarios alternatifs. 4 théories principales émergent, et aucune ne peut être définitivement écartée. Théorie 1. Le châle est authentique, retiré de la scène de crime par Simpson, et l'ADN est valide. C'est le récit préféré des collectionneurs et des partisans de l'authenticité. Théorie 2. Le châle est authentique, provient réellement de la scène de crime. Mais l'ADN a été contaminé à un moment donné au cours de 131 ans de manipulation non contrôlée. Cette théorie accepte la provenance historique mais remet en question la validité scientifique. Théorie 3. Le châle est un authentique article victorien, mais il a été faussement attribué à l'affaire de l'Éventreur au début du XXe siècle. Peut-être n'était-ce qu'un vieux textile taché de sang qu'un collectionneur a lié au crime le plus célèbre de l'histoire victorienne. L'ADN serait réel, mais hors de propos. Théorie 4.
Le châle provient d'une scène de crime victorienne, mais d'une victime ou d'un crime différent. Le Londres de 1888 connaissait d'autres crimes violents que ceux de l'éventreur. Si Simpson a vraiment ramené un châle chez lui, il provenait peut-être d'une des autres affaires sur lesquelles il enquêtait. Chacune de ces théories s'accorde parfaitement avec les preuves disponibles. Chacune explique les données ADN. Chacune est cohérente avec l'analyse textile. Et, point critique, aucune ne peut être éliminée sur la base de la documentation historique, car cette documentation n'existe tout simplement pas. Historiens de l'époque victorienne, scientifiques spécialisés en ADN et experts en textiles médico-légaux ne parviennent pas à un consensus. Chaque discipline voit le problème à travers son propre prisme méthodologique. Les scientifiques de l'ADN soulignent la qualité des résultats du séquençage. Les correspondances d'haplogroupe sont statistiquement significatives. Les protocoles ont été suivis. La science est solide. Les experts en textile confirment l'authenticité de la période. Le châle est véritablement victorien. Les taches de sang montrent une dégradation cohérente avec leur âge. La conservation est plausible étant donné des conditions de stockage adéquates. Mais les historiens victoriens pointent du doigt le vide. Pas de registre de police. Pas de rapport contemporain. Pas de documentation indépendante. Pas de chaîne de garde vérifiable. Aucun moyen de relier l'objet physique à l'événement historique spécifique. Et c'est là que la restriction judiciaire commence à prendre tout son sens, d'une manière impossible. Car si vous ne pouvez pas prouver que la preuve est réelle, si de multiples théories tout aussi plausibles expliquent la même preuve, si des experts de différents domaines ne parviennent pas à s'accorder sur la validité fondamentale de l'objet testé, comment pouvez-vous fonder des conclusions juridiques sur celle-ci? Un tribunal ne peut pas rendre un jugement fondé sur des affirmations infalsifiables. Il ne peut pas construire des verdicts sur des preuves dont l'origine est fondamentalement contestée. Il ne peut autoriser un ADN scientifiquement valide, mais historiquement non prouvé, à établir une identité juridique définitive. Le châle devient un paradoxe. Scientifiquement testable, mais historiquement invérifiable. Valide sur le plan médico-légal, mais problématique sur le plan juridique. Une pièce à conviction qui prouve tout et rien à la fois, selon le cadre méthodologique que vous appliquez. Et il y a autre chose. Quelque chose que les tribunaux comprennent, mais qui échappe souvent au débat public. Une preuve dont la provenance est contestée ne crée pas seulement un doute raisonnable. Elle crée ce que les juristes appellent un « dangereux précédent ». Si vous permettez qu'une preuve sans documentation adéquate établisse une identité juridique, vous ouvrez la porte à d'innombrables affaires futures où l'authentification devient optionnelle, où l'histoire orale remplace la chaîne de possession, où des affirmations invérifiables acquièrent un poids juridique. Les tribunaux ne restreignent pas les preuves uniquement en raison des lois sur la vie privée. Ils les restreignent lorsque la preuve elle-même est si contestée, si fondamentalement douteuse dans son origine, que permettre un accès public pourrait créer plus de problèmes juridiques que de réponses. Car une fois que vous acceptez qu'un objet puisse être une preuve médico-légale valide sans documentation historique adéquate, vous modifiez la norme probatoire pour toutes les affaires futures. Vous établissez que la provenance n'a pas d'importance, que la chaîne de possession est optionnelle, que l'histoire orale peut remplacer des registres vérifiables. Et c'est un précédent qu'aucun système juridique ne peut permettre sans compromettre son intégrité fondamentale. Ainsi, le châle demeure scientifiquement testé, historiquement non prouvé, juridiquement restreint. Un objet qui existe simultanément comme une preuve médico-légale convaincante et un artefact historiquement inauthentifiable. Une impossibilité qui ne peut être résolue car la documentation qui la résoudrait est absente depuis 137 ans. Les tribunaux ne restreignent pas la preuve parce qu'ils sont sûrs qu'elle est fausse. Ils la restreignent parce qu'ils ne peuvent pas être sûrs qu'elle est vraie. Et quand l'origine même de la preuve dépend de lacunes documentaires s'étendant sur des décennies, quand de multiples théories contradictoires expliquant tout aussi bien les mêmes données, quand les experts des domaines concernés ne parviennent pas à s'accorder sur la validité fondamentale, la restriction devient non pas une question de vie privée, mais une question d'intégrité probatoire. Le problème n'est pas que l'ADN puisse être faux. Le problème est que, sans provenance historique vérifiable, il n'y a aucun moyen de savoir si l'analyse ADN porte sur la bonne pièce à conviction. Les tribunaux du Royaume-Uni ne restreignent pas les preuves concernant Jack l'Éventreur parce qu'ils cachent la vérité. Ils les restreignent parce que les preuves sont si contestées qu'un accès illimité pourrait détruire leur valeur probante à jamais. Et voici le vrai problème. Chaque protection juridique créée pour garantir la justice rend l'affaire d'autant plus impossible à résoudre. Commençons par le plus fondamental, la norme de la chaîne de possession.
Dans tout tribunal moderne, une preuve médico-légale nécessite une documentation complète, du moment de la collecte jusqu'au moment du procès. Chaque personne ayant touché cette preuve, chaque transfert entre laboratoires, chaque test effectué, tout doit être enregistré, daté, signé. C'est ainsi que les tribunaux savent que la preuve présentée est la même que celle collectée sur la scène du crime. Le châle de Catherine Eddowes n'a pas cela. Zéro documentation victorienne sur la façon dont il a été collecté. Par qui, quand, où il a été stocké pendant les 50 premières années. D'un point de vue juridique, ce n'est pas une preuve douteuse. C'est juridiquement irrécevable. Et ce n'est pas parce que les tribunaux doutent de son authenticité. C'est parce qu'ils n'ont aucun moyen de prouver qu'il est authentique selon les normes qui protègent toutes les autres affaires. C'est là que ça devient intéressant. Si les tribunaux britanniques permettaient un accès illimité à cette preuve contestée, ils créeraient un précédent juridique dangereux. Les avocats de la défense dans des affaires criminelles modernes pourraient arguer « Vous avez autorisé de l'ADN sans chaîne de possession dans l'affaire Jack l'Éventreur. Pourquoi mon client ne peut-il pas utiliser des preuves sans documentation complète ?» Tout le système juridique repose sur des normes cohérentes. Enfreindre ces normes pour une affaire historique très médiatisée compromettrait les procédures pénales contemporaines. Alors les tribunaux font la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils traitent les preuves de l'Éventreur avec les mêmes normes que les preuves d'un meurtre de 2024. Et selon ces normes, le châle échoue. Ce n'est pas un complot. C'est la protection du précédent. Mais attendez, ça se complique. Car ce ne sont pas seulement les tribunaux qui ont des droits légaux sur cette preuve. Les familles en ont aussi. La loi britannique de 2004 sur les tissus humains, Human Tissue Act, confère aux parents vivants des droits spécifiques sur les restes humains et les preuves biologiques de leurs ancêtres. Et voici le problème. Tant la famille Kosminski que la famille Eddowes ont la légitimité juridique pour restreindre l'utilisation de l'ADN du châle. Les descendants d'Aaron Kosminski peuvent arguer que tester l'ADN du châle, sans leur consentement, viole la confidentialité de leur arbre généalogique. Les descendants de Catherine Eddowes peuvent faire valoir que tester des taches de sang de leur ancêtre assassiné sans permission viole sa dignité post-mortem. Tous deux ont raison au regard de la loi britannique actuelle. Et voici la partie vraiment impossible. Ces familles ont des intérêts opposés. La famille Kosminski veut la confidentialité pour éviter toute association avec un tueur en série. La famille Eddowes veut la vérité pour honorer la mémoire de la victime. Il n'existe aucune solution juridique qui satisfasse les deux simultanément. Alors les tribunaux font la seule chose qu'ils peuvent faire. Ils tranchent en faveur de la confidentialité restrictive. Et l'affaire reste non résolue. Ce n'est pas de la dissimulation. C'est la reconnaissance que les droits des descendants importent autant que la résolution historique. Passons maintenant à la troisième couche d'impossibilité juridique, les normes d'authentification. Les tribunaux sont conçus pour résoudre des litiges lorsque des preuves matérielles existent et que leur origine peut être vérifiée. Ils ont l'expertise pour analyser les empreintes digitales, l'ADN, les fibres, les marques d'outils. Mais ils n'ont pas l'expertise pour authentifier des artefacts historiques vieux de 137 ans, sans documentation de provenance. C'est le travail des historiens, pas des juges. Et les historiens ne parviennent pas à s'accorder sur l'authenticité du châle. Les tribunaux sont donc confrontés à un problème qui échappe à leur juridiction. Ils ne peuvent pas résoudre un litige d'authentification historique que les experts universitaires eux-mêmes ne parviennent pas à trancher. Juridiquement, le tribunal n'a pas l'autorité pour déclarer « ce châle est authentique », alors que Russell Edwards, Stuart Evans, Ali Rubenhold et la Met Police sont tous en désaccord sur son origine. Alors, que font les tribunaux ? Ils reconnaissent les limites de leurs compétences et refusent de traiter des preuves dont l'authenticité fait l'objet d'un conflit académique insoluble. Non pas parce qu'ils cachent quelque chose, mais parce que tenter de résoudre ce type de conflit violerait la séparation entre l'enquête judiciaire et la recherche historique. C'est une impossibilité juridictionnelle. Mais la complication juridique la plus surprenante ? Les directives éthiques en matière de police scientifique. L'Association des chefs de police, ACPO, du Royaume-Uni, établit des directives rigoureuses concernant les preuves ADN historiques. Et ces directives ont été créées spécifiquement pour empêcher le type de tests exploratoires que les chercheurs veulent effectuer sur les preuves de l'Éventreur. Voici le raisonnement, l'ADN est une ressource limitée. Chaque test consomme une partie de l'échantillon. Chaque contamination potentielle réduit son utilité future. Ainsi, les directives de l'ACPO stipulent « Ne tester l'ADN historique
que lorsqu'il existe un objectif criminel ou médico-légal clair justifiant la consommation de l'échantillon. Un test exploratoire pour satisfaire une curiosité historique, ça ne compte pas. Même dans les affaires non résolues. Car si la police autorisait des tests exploratoires pour chaque affaire historique très médiatisée, elle épuiserait des preuves précieuses qui pourraient devenir pertinentes si de nouvelles techniques médico-légales étaient développées dans 20 ans. C'est la préservation des preuves pour une possibilité judiciaire future contre la consommation des preuves pour la recherche historique actuelle. Et selon les directives éthiques de l'ASPO, la préservation l'emporte. Ce n'est pas de la dissimulation. C'est une gestion responsable d'une ressource médico-légale limitée. Et voici la dernière couche d'impossibilité juridique, la plus problématique sur le plan philosophique. La distinction entre recherche historique et procédure pénale. Le Royaume-Uni possède des exemptions légales pour la recherche historique. Sous certaines conditions, les chercheurs universitaires peuvent accéder à des archives restreintes, des documents de police, et même à des preuves biologiques à des fins académiques. Mais les preuves ADN relèvent de normes médico-légales plus strictes, même dans des affaires centenaires non résolues. Pourquoi? Parce que l'ADN est un identifiant unique permanent. Tester l'ADN crée des données génétiques qui peuvent identifier des descendants vivants. Et une fois que ces données existent, elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Les compagnies d'assurance pourraient discriminer sur la base de la généalogie génétique. Les employeurs pourraient faire des sélections basées sur les antécédents familiaux. Des pirates pourraient divulguer des données génétiques en ligne. Donc, même si l'affaire Jack l'Éventreur est purement historique, les données génétiques créées par les tests ont des implications contemporaines. Et ces implications relèvent de la loi sur la protection des données et des réglementations sur la confidentialité génétique qui n'existaient tout simplement pas lorsque la recherche historique traditionnelle a été réglementée. C'est juridiquement clair, la recherche historique bénéficie d'exemptions. Les preuves génétiques médico-légales, non. Et aucun tribunal ne créera d'exception spéciale juste parce que l'affaire est célèbre. Résumons donc ces 5 barrières juridiques. Premièrement, la chaîne de traçabilité. Sans documentation victorienne, le châle est juridiquement inadmissible selon les normes médico-légales modernes. Deuxièmement, la protection des précédents. Admettre une preuve contestée ici compromettrait les normes de preuve dans les affaires criminelles contemporaines. Troisièmement, les droits des descendants. Les familles Kosminski et Eddowes ont toutes deux la légitimité juridique pour restreindre l'utilisation de l'ADN, avec des intérêts conflictuels impossibles à concilier. Quatrièmement, l'impossibilité d'authentification. Les tribunaux ne peuvent pas trancher un litige de provenance historique que les universitaires ne parviennent pas à résoudre. Cinquièmement, les directives éthiques de l'ASPO. Les preuves ADN limitées doivent être préservées à des fins médico-légales, et non pour la curiosité historique. Vous vous souvenez que j'ai dit que la science moderne avait rendu le mystère encore plus impossible. Les tribunaux reconnaissent cette impossibilité et la codifient juridiquement. Chaque protection créée pour garantir la justice dans les affaires modernes érige une nouvelle barrière pour résoudre les affaires historiques. Et ces barrières ne sont pas des bugs du système, elles sont le système. Pensez-y, le manuel juridique dit de résoudre les crimes. Mais que se passe-t-il si le crime est si ancien que le résoudre crée plus de violations juridiques qu'il n'en résout? Violation de la vie privée des descendants, violation des directives éthiques médico-légales, violation des normes de la chaîne de traçabilité, violation de la gestion responsable des preuves. Chaque solution potentielle engendre de nouveaux problèmes juridiques qui n'existaient pas au moment où le crime a été commis. C'est le paradoxe parfait. Le système judiciaire a été conçu pour résoudre des affaires. Mais lorsqu'il est confronté à une affaire si ancienne que sa résolution exige de violer toutes les protections qui rendent le système juste, le système fait la seule chose éthiquement défendable. Il reconnaît ses propres limites. Les professeurs de droit médico-légal l'expliquent ainsi. Nous ne protégeons pas un secret, nous protégeons un système. Si nous brisons les protections de la vie privée, les normes de la chaîne de traçabilité et les directives éthiques pour une affaire parce qu'elle est célèbre, nous détruisons l'intégrité de l'ensemble du système judiciaire. Et un système judiciaire intègre a plus de valeur que la résolution de n'importe quelle affaire individuelle, aussi célèbre soit-elle. Ce n'est pas un complot, c'est de l'humilité institutionnelle. La reconnaissance que certains cas sont tellement enveloppés de couches d'impossibilité que la réponse la plus honnête est d'admettre que le système n'a pas été conçu pour les résoudre. Et voici le vrai problème. Toutes ces couches convergent. Nous ne pouvons pas accéder aux preuves ADN parce que les lois sur la vie privée protègent les descendants vivants.
Nous ne pouvons pas authentifier la provenance historique parce que les experts sont en désaccord et que les tribunaux n'ont pas la compétence pour trancher des disputes académiques. Nous ne pouvons pas ignorer la chaîne de traçabilité, car cela créerait un précédent dangereux pour les affaires modernes. Nous ne pouvons pas consommer des échantillons finis pour des tests exploratoires, car les directives éthiques priorisent à la préservation. Et nous ne pouvons pas traiter l'ADN historique comme une recherche académique normale, car les données génétiques ont des implications contemporaines permanentes. Chaque barrière seule serait un défi. Les 5 simultanément? Une impossibilité systémique. Et voici le rappel. Vous vous souvenez quand je vous ai montré comment la science moderne de l'ADN rendait l'affaire plus contestée, et non moins, et comment les disputes d'authentification créèrent des impasses insolubles entre experts, et comment les lois sur la vie privée protégeaient à la fois les victimes et les suspects. Les tribunaux regardent toutes ces couches et tirent la conclusion juridiquement inévitable. Cette affaire n'est pas seulement non résolue. Elle est juridiquement insoluble selon les normes qui protègent la justice dans toutes les autres affaires. Ils ne disent pas « nous ne saurons jamais la vérité ». Ils disent « les coûts juridiques et éthiques pour tenter de découvrir la vérité dépassent les bénéfices de résoudre une affaire vieille de 137 ans ». C'est un calcul brutal. Mais c'est le calcul que font les systèmes judiciaires fonctionnels lorsqu'ils sont confrontés à des impossibilités qu'aucune technologie ne peut surmonter. Ce qui nous amène à la question réellement impossible, celle à laquelle aucun tribunal, scientifique ou historien ne peut répondre définitivement. Si nous ne pouvons pas accéder légalement aux preuves, que nous ne pouvons pas authentifier leur origine et que nous ne pouvons pas obtenir de consensus scientifique sur les résultats. Qu'est-ce qui constitue vraiment une preuve réelle de Jack l'Éventreur? Est-ce le châle contesté que Jari Louellenen a testé? Est-ce le dossier de police que la Met ne divulguera jamais totalement? Sont-ce les lettres dont l'authenticité divise les graphologues? Sont-ce les témoins oculaires victoriens dont les récits se contredisent les uns les autres? Ou la véritable preuve est-elle l'impossibilité systémique que toutes ces couches créent lorsqu'elles interagissent? Après 137 ans, des milliers de suspects, la science de l'ADN et la technologie médico-légale moderne, l'affaire Jack l'Éventreur n'est pas seulement non résolue. Elle est devenue juridiquement insoluble. Et voici pourquoi cela pourrait être la seule conclusion honnête qui reste. Preuve ADN. Loi sur la vie privée. Litige d'authentification. Droit des descendants. Précédent juridique. Chacun de ces facteurs rend l'affaire Jack l'Éventreur plus impossible à résoudre. Ce n'est pas un échec de l'enquête. C'est la reconnaissance de la vérité. Pendant 137 ans, l'humanité a lutté contre un mystère qui refuse d'être élucidé. Et maintenant, en 2025, les tribunaux qui restreignent l'accès aux preuves pourraient être la seule autorité assez honnête pour admettre ce que nous savons tous déjà. Certaines questions n'auront jamais de réponse. Synthétisons les 4 couches d'impossibilité qui ont transformé Jack l'Éventreur d'une affaire policière ordinaire en une énigme philosophique permanente. Couche 1. L'impossibilité originale de 1888. Commençons par les faits de base. Septembre 1888. Whitechapel, Londres. 5 femmes assassinées avec une brutalité extrême. Le tueur a disparu sans laisser de traces identifiables. Aucun témoin fiable. Aucune confession vérifiée. Aucune preuve matérielle documentée avec les normes médico-légales modernes. La police métropolitaine de Londres a mené des centaines d'interrogatoires, enquêté sur des dizaines de suspects. George Chapman, Thomas Cutbush, Montague John Druitt, Aaron Kosminski, tous examinés, tous écartés ou jamais formellement accusés. Pourquoi? Parce que la science médico-légale de 1888 n'existait tout simplement pas. Pas d'analyse ADN, pas de correspondance d'empreintes digitales, pas de photographie judiciaire systématisée, pas de préservation adéquate de la scène de crime. Le tueur n'a pas été capturé parce qu'il n'y avait pas d'outils pour le capturer. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une limitation temporelle. L'impossibilité était inhérente à l'époque elle-même. Les enquêteurs victoriens ont fait tout ce qui était possible avec les ressources disponibles. Et pourtant, ils ont complètement échoué. C'est la première couche, l'impossibilité technologique originale. L'affaire est née insoluble. Couche 2, l'impossibilité de l'ADN de 2019, avancée de 131 ans, mars 2019. Jari Louellenen, biologiste moléculaire, annonce que l'analyse génétique du châle de Catherine Eddowes identifie Aaron Kosminski comme étant Jack l'Éventreur. Une avancée scientifique miraculeuse, n'est-ce pas? Faux. L'analyse ADN n'a pas résolu le mystère, elle a créé de nouvelles impossibilités.
Comment authentifier un châle acheté aux enchères en 2007 sans chaîne de possession documentée depuis 1888? Comment prouver que l'ADN retrouvé appartient au tueur et non à un policier victorien, un vendeur de marché ou un collectionneur du XXe siècle? Comment éliminer la contamination sur un artefact manipulé par des dizaines de personnes pendant 131 ans? Et voici l'impossibilité ultime. L'analyse mitochondriale de Lou Llewellyn compare l'ADN du châle avec celui des descendants de Kosminski vivant aujourd'hui. Mais l'ADN mitochondrial ne se transmet que par la lignée maternelle. Les statistiques montrent qu'environ une personne d'ascendance européenne sur 290 000 partage le même haplogroupe mitochondrial identifié. Cela signifie que des centaines d'hommes à Londres en 1888 auraient pu avoir le même profil génétique. La preuve scientifique n'élimine pas les suspects, elle multiplie les doutes. Des généticiens légistes ont critiqué la méthodologie. Des historiens ont remis en question l'authenticité du châle. Des statisticiens ont dénoncé l'interprétation probabiliste. C'est la deuxième couche, l'impossibilité scientifique moderne. La technologie même qui devait résoudre le mystère l'a rendue plus contestée. Troisième couche, l'impossibilité juridique de 2025. Ajoutez maintenant le cadre juridique contemporain. Le Règlement général sur la protection des données, RGPD, au Royaume-Uni. Les lois sur la confidentialité des données génétiques, les droits des descendants des victimes. La jurisprudence reconnaissant qu'une preuve sans chaîne de possession vérifiable ne peut être utilisée dans une procédure pénale. Les tribunaux britanniques restreignent l'accès au châle d'Eddowes et aux autres artefacts de l'affaire de l'éventreur. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un complot pour cacher la vérité. Parce que les juges reconnaissent que la divulgation de preuves non authentifiées viole des principes juridiques fondamentaux. Protection de la vie privée, intégrité médico-légale, précédent juridique. Pensez à la contradiction juridique. Pour utiliser le châle dans une enquête officielle, vous devez prouver son authenticité. Mais la seule façon de prouver l'authenticité est de le tester de manière extensive. Or, des tests extensifs contaminent la preuve, détruisant sa validité médico-légale. Vous entrez dans une impasse juridique. La Cour suprême du Royaume-Uni a affirmé en 2022 que les preuves génétiques issues d'artefacts historiques sans documentation continue ne satisfont pas à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable requise dans les procès criminels. Ce n'est pas de l'obstruction, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Les tribunaux admettent que certaines preuves sont fondamentalement inutiles, peu importe les progrès technologiques. C'est la troisième couche, l'impossibilité juridique structurelle. Le système juridique reconnaît ses propres limites. Quatrième couche, l'impossibilité du consensus d'experts. Voici le coup de grâce. En 2025, il n'existe aucun consensus entre les scientifiques légistes, les historiens du crime victorien, les experts juridiques et les ripérologues. Chaque groupe a des théories contradictoires. Chaque théorie est cohérente en interne. Aucune ne peut être définitivement prouvée ou réfutée. Jari Llewellyn croit que les preuves ADN désignent Kosminski. D'autres généticiens légistes, comme le professeur Sir Alec Jeffreys, inventeur de la technique des empreintes génétiques, affirment que la méthodologie est scientifiquement discutable. Des historiens comme Hallie Rubenhold soutiennent que se concentrer sur l'identification du tueur détourne l'attention des victimes et du contexte social de Whitechapel en 1888. Les spécialistes de Jack l'Éventreur ont publié plus de 100 livres depuis 2000, chacun proposant un suspect différent. Walter Sickert, peintre, Lewis Carroll, auteur, le prince Albert Victor, famille royale, James Maybrick, marchand. Chaque auteur présente des preuves circonstancielles, une analyse comportementale, des arguments psychologiques. Tous sont plausiblement corrects. Aucun n'est manifestement exact. C'est la quatrième couche, l'impossibilité d'un consensus intellectuel. Les experts ne parviennent pas à s'accorder car il n'y a pas assez de données pour forcer une convergence d'opinion. La synthèse philosophique, les contraintes comme humilité intellectuelle. Rassemblez maintenant ces quatre couches. L'impossibilité technologique originelle de 1888. L'impossibilité scientifique créée par l'analyse ADN en 2019. L'impossibilité juridique structurée par les lois sur la vie privée en 2025. L'impossibilité d'un consensus entre les experts qui étudient l'affaire depuis des décennies. Qu'obtenez-vous? Pas de complot, pas de dissimulation. Une reconnaissance honnête de la vérité. L'affaire de Jack l'Éventreur est fondamentalement insoluble. Et voici la révélation philosophique. Les tribunaux qui restreignent l'accès aux preuves ne cachonnent rien. Ils font preuve de courage intellectuel, en admettant qu'il y a des limites
à ce que nous pouvons savoir. À une époque où chaque mystère est censé pouvoir être résolu avec suffisamment de technologie, le système juridique britannique déclare « Non, certaines questions n'ont pas de réponse vérifiable. C'est de l'héroïsme intellectuel. Le même courage qu'un scientifique démontre en publiant des résultats nuls. La même intégrité qu'un historien montre en disant « Les sources sont insuffisantes pour une conclusion définitive ». Le système juridique applique le principe fondamental de l'épistémologie. On ne peut prétendre savoir ce qui ne peut être prouvé. Comparez cela avec les enquêteurs qui prétendent avoir résolu l'affaire. Llewellyn a publié un livre désignant Kosminski comme l'éventreur. Patricia Cornwell a dépensé des millions de dollars pour tenter de prouver que Walter Sickert était le tueur. Russell Edwards a acheté le châle d'Eddowes pour 11 000 spécifiquement pour mener une analyse génétique et identifier l'assassin. Ils ont tous un point commun. Ils vendent des certitudes là où il n'en existe aucune. Ils promettent un dénouement narratif à un mystère qui résiste structurellement à toute conclusion. Les tribunaux, en revanche, font l'inverse. Ils refusent de valider des affirmations invérifiables. La célébration du mystère perpétuel. Et voici la vérité la plus profonde. Une affaire qui reste irrésolue malgré 137 ans d'enquête est bien plus fascinante que n'importe quelle fausse résolution. Pourquoi ? Parce que la valeur intellectuelle de Jack l'Éventreur n'a jamais résidé dans « Qui a fait ça ?» La valeur réside dans « Pourquoi cela nous importe-t-il encore ?» L'affaire est devenue un miroir culturel, reflétant les angoisses victoriennes sur l'urbanisation et la pauvreté en 1888, les peurs modernes concernant la violence de genre et les tueurs en série en 2025, et les débats perpétuels sur les limites de la science forensique et du droit. Jack l'Éventreur compte parce qu'il est impossible. Si nous avions identifié le tueur en 1888, il ne serait qu'une note de bas de page dans l'histoire. Au lieu de cela, le mystère a engendré 137 ans d'enquête continue, des milliers de livres, de films, de théories et de débats académiques. C'est cette impossibilité qui rend l'affaire culturellement immortelle. Les tribunaux qui restreignent l'accès aux preuves le reconnaissent implicitement. Ils préservent l'intégrité du mystère en refusant de permettre à des preuves contestées de créer un faux sentiment de résolution. Ils protègent autant la vie privée des victimes que l'honnêteté intellectuelle du processus d'enquête. Cela transforme les restrictions légales d'obstruction en protection. Les juges ne cachent pas la vérité. Ils refusent de valider des mensonges convaincants. La transformation offerte, de la frustration à l'appréciation. Vous n'êtes pas venu regarder cette vidéo en espérant une réponse définitive. Vous n'avez pas cliqué en pensant « Enfin, je vais découvrir qui était Jack l'Éventreur ». Vous êtes venu explorer l'impossibilité elle-même, pour comprendre pourquoi, malgré toute la technologie moderne, certaines questions restent sans réponse. C'est précisément ce qui rend cette communauté exceptionnelle. Vous êtes capable d'accepter que tous les mystères n'aident pas de dénouement net. Vous valorisez l'honnêteté intellectuelle bien plus que le confort d'une conclusion narrative. Vous comprenez qu'admettre « nous ne savons pas » est parfois la déclaration la plus intelligente que nous puissions faire. Alors, reformulons complètement les restrictions de preuve. Ne les voyez pas comme des conspirations ou des dissimulations. Voyez-les comme le système judiciaire faisant quelque chose de radicalement honnête. Admettre ses propres limites. Les tribunaux disent « Nous ne pouvons pas utiliser cette preuve pour établir une vérité juridique car la vérité juridique exige des normes que cette preuve ne respecte pas. » Ce n'est pas un échec, c'est de l'intégrité. Le paradoxe final. Voici le paradoxe que vous devez retenir. Les tribunaux qui interdisent l'accès aux preuves de Jack l'Éventreur sont peut-être la seule autorité assez honnête pour admettre que nous ne saurons jamais vraiment qui était le tueur. Ils reconnaissent que l'authentification est impossible, que la contamination est peu probable d'être éliminée, que l'interprétation statistique de l'ADN mitochondrial génère plus de doutes que de certitudes. Et en reconnaissant cela, ils accomplissent quelque chose d'extraordinaire. Ils préservent la sainteté du doute intellectuel. Dans une culture obsédée par les réponses, ils défendent la valeur des questions sans réponse. À présent, j'aimerais vous entendre. Quels autres mystères historiques devraient rester insolubles? Y a-t-il des questions qui gagneraient davantage à rester sans réponse plutôt que d'être entraînées vers de fausses conclusions? Partagez votre théorie en commentaire. Je lis chaque message et réponds très régulièrement. Si cette exploration approfondie de l'impossibilité vous a plu, je vous recommande vivement de regarder notre vidéo sur le manuscrit de Voynich, un autre cas où la technologie nouvelle a rendu le mystère plus complexe, non plus simple. Vous trouverez le lien dans la description.
C'est une enquête de 45 minutes sur la façon dont le déchiffrement moderne a révélé que nous ne pourrons peut-être jamais lire le livre le plus mystérieux du monde. Et si vous valorisez les enquêtes qui respectent la permanence des mystères plutôt que de promettre une fausse conclusion, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne vendons pas de certitudes bon marché. Nous vendons une exploration intellectuelle honnête de questions qui résistent aux réponses faciles. Cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque nous publierons de nouveaux cas impossibles. 137 ans plus tard, Jack l'Éventreur demeure exactement ce qu'il a toujours été. Impossible à résoudre, impossible à ignorer et impossible à oublier. C'est peut-être là précisément où il doit être. Certains mystères n'existent pas pour être élucidés. Ils existent pour nous rappeler que, quelle que soit l'avancée de notre technologie, certaines questions surpasseront toujours notre capacité à y répondre. Et l'accepter n'est pas une défaite, c'est de la sagesse.